I suppose you can figure it out. The future is where we will spend the rest of our lives. Quand on pense au futur, on a tendance à voir grand. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir petit. Tout petit. Tout petit. Avec un grand mot, la nanotechnologie. Qu'est-ce que ça veut dire la nanotechnologie? Pensez-vous qu'il puisse exister des machines tellement petites qu'elles seraient de la taille d'un virus, gérées par des ordinateurs embarqués? Des machines microscopiques tellement efficaces qu'elles peuvent littéralement construire n'importe quoi en recombinant des atomes? C'est pour bientôt. Et demain, ce monde minuscule fera grand bruit. La nanotechnologie est la technologie la plus passionnante qui soit aujourd'hui. Et les gens ignorent son existence. Vous connaissez la nanotechnologie? La nanotechnologie, non. Vous connaissez la nanotechnologie? Non. Nano? La nanotechnologie. Non. C'est une recette de bonne femme, la nanotechnologie, c'est ça? La nanotechnologie. Oui, très bien. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet. A priori, je dirais que c'est l'étude de Robin Williams. Découvrir ce qu'il mange et comment il fonctionne. Le but de la nanotechnologie, c'est de construire des objets atome par atome, chaque atome étant placé précisément à l'endroit désiré. Prenez un séquoia ou une baleine. La nature ne les crée pas en assemblant 6 ou 8 parties principales. La queue de la baleine, ses nageoires et le reste. La construction se fait à partir du niveau moléculaire. C'est comme ça que toute vie commence. Dans le cas d'un arbre, vous avez une cellule qui crée sa propre copie, qui en crée d'autres à son tour. Ces copies se multiplient et s'organisent pour former un arbre. Dans le cadre de la nanofabrication, on pourrait avoir un dispositif qui créerait sa propre copie et ainsi de suite, pour former un ordinateur par exemple. Le terme de nanotechnologie a été inventé par Eric Drexler, mais l'idée est apparue dans les années 50. Dans une communication du physicien Richard Feynman, où celui-ci disait qu'il fallait étudier jusqu'à quel degré on pouvait réduire la taille des machines. Nano vient du grec. Pour nous, ça signifie 10 puissance moins 9. Autrement dit, ce terme désigne des choses minuscules de l'ordre de l'atome. Prenons un mètre. Qu'est-ce qu'un millième de mètre? Réponse, 1 millimètre. Le millimètre correspond à la plus petite de ces graduations. Maintenant, qu'est-ce qu'un millième de millimètre? Un micromètre. Et un millième de micromètre, c'est un nanomètre. Un nanomètre, c'est un millième de millième de millième de mètre. On entre dans le domaine des plus petits granules de matière qu'on sait manipuler et à partir desquels on sait construire des structures stables. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques dont on se sert pour créer des structures à plus grande échelle. Les possibilités sont phénoménales. L'idée, c'est de réduire une machine à des dimensions moléculaires, ou presque. À partir de là, les possibilités sont illimitées. Dès lors que ces machines pourront s'autodupliquer, elles pourront fabriquer des structures possédant les caractéristiques de notre choix. Chacun a sa définition de la nanotechnologie. Pour moi, c'est un avant-goût de ce que l'avenir nous réserve. Au sens où on pourrait espérer maîtriser un jour des technologies capables d'opérer à l'échelle du nanomètre et de façon programmée. Peut-on croire à la nanotechnologie et à son impact?
Je crois que oui. Et le livre le plus optimiste que j'ai lu à ce sujet est The Engines of Creation par Eric Drexler, l'auteur du concept. Fin 76, j'ai commencé à me demander ce qu'on pourrait construire si on réussissait à créer des briques élémentaires semblables à celles qui existent en biologie, qui s'assembleraient d'elles-mêmes pour créer à l'échelle moléculaire des ordinateurs et d'autres objets. Et début 77, j'ai réalisé qu'on pouvait utiliser cette technologie pour fabriquer des nanomachines capables d'assembler d'autres briques élémentaires de façon contrôlée, comme dans un jeu de Lego, ce qui permettait une incroyable diversité de structures. À ce stade, j'ai compris que je tenais les bases d'un nouveau style de technologie. La question n'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand. Or, tout semble indiquer que ça sera plus tôt que prévu. Les technologies annonciatrices de la nanotechnologie existent déjà. Ce sont celles du contrôle, de la manipulation et de la sensation. Grâce à la nanotechnologie, on peut fabriquer n'importe quel objet dont on a une définition très précise. Il suffit de donner cette description à la nanomachine. On pourra par exemple construire des ordinateurs beaucoup plus petits que les ordinateurs actuels, car ce sera la nanomachine qui construira elle-même les puces, molécule par molécule. Avec cette technologie, on pourrait stocker dans le volume d'un morceau de sucre l'équivalent de 10 puissance 18 bits d'information, c'est-à-dire 1 milliard de milliards d'octets. Avec les nanomachines, on pourra créer tout ce qu'on peut décrire avec précision. J'aimerais pouvoir inventer de minuscules machines d'acier très solides, comme des petites fourmis, extrêmement intelligentes. Je m'allongerais, elles se glisseraient sous moi et me transporteraient à travers le monde. Elles m'emmèneraient absolument partout. Je mangerais des biscuits et quand je balancerais la boîte, d'autres petites machines la transformeraient en arbre. Ce serait génial. Mais qu'est-ce que ça permet de faire au juste, la nanotechnologie ? Si on voulait coloniser une autre planète, il faudrait parcourir une distance énorme et ça coûterait cher d'envoyer du matériel. La nanotechnologie pourrait servir d'éclaireur, commencer le travail à partir des matériaux naturels disponibles sur place, construire une colonie, remplir des réservoirs d'oxygène, commencer à cultiver des jardins bioniques, préparer le terrain, de sorte qu'on puisse arriver avec un bagage minimum et s'implanter de façon définitive. Ces types d'applications sont théoriquement possibles, et ce qui est théoriquement possible finit souvent par être réalisé. Nous pourrions contrôler notre vie dans ses moindres détails. Les maladies disparaîtraient complètement en l'espace de 30 ans. Notre connaissance des virus et des bactéries serait telle que si un nouveau spécimen apparaissait, nous le détruirions avant qu'il n'ait le temps de nuire. Mais ça n'est pas le plus important. Nous contrôlerions entièrement notre apparence physique et l'agencement de notre esprit. Par conséquent, nous pourrions littéralement décider de notre façon de décider. Je pense que cette technologie va bouleverser l'avenir. On pourra fabriquer des objets en partant de l'atome. Jusqu'ici, il existait deux types de procédés industriels. Soit on chauffait les matières, on les jetait dans une marmite, en espérant que l'assemblage se fasse correctement. Ça ne marche pas trop mal, comme par exemple avec l'acier. Soit on les mettait brutalement en contact. On soudait, on façonnait, etc. Désormais, c'est fini. On va fabriquer les objets, un à un, en partant de l'atome. Les objectifs de la nanotechnologie sont très clairs et apparemment réalisables. Les premiers livres traitant du sujet sont d'ailleurs admirables, dans le sens où ils se sont intéressés aux problèmes pratiques, montrant à l'aide de schémas comment créer un roulement à billes à partir de 6 ou 8 atomes seulement, ou des roues dentées à partir de quelques dizaines d'atomes. Cette nouvelle révolution dans le domaine de la fabrication est basée sur un dispositif qui serait une sorte de constructeur universel, capable de créer n'importe quoi à la demande. Les nanomachines n'auraient pas besoin de broyer ou de chauffer les matières pour créer des objets. Elles se contenteraient de les sélectionner et de les déplacer. Nous connaissons bien les molécules. Elles sont la base même de toute vie et on peut en assembler grâce à des procédés chimiques.
Mais nous ne possédons pas encore la technologie permettant de créer des molécules à partir d'atomes, ou des machines où l'atome servirait de lien entre les différentes parties. C'est ça l'idée de la nanotechnologie. Drexler, dans Engine of Creation, imaginait qu'elle aurait pour origine la biotechnologie. À l'époque, il considérait que le seul moyen de manipuler un atome indépendamment des autres, de le déplacer à loisir et de le coller à un autre, était d'utiliser des protéines créées en laboratoire. C'était la démarche qu'il proposait dans son livre. Peu après sa parution, des chercheurs à Zurich ont inventé le microscope à effet tunnel, qui permet de toucher, en quelque sorte, un atome individuel. C'est ce microscope qu'on utilise pour observer les atomes séparément et les manipuler. Le pouvoir de résolution de cet appareil permet d'isoler des objets de la taille d'un centième d'angstrom, 100 fois plus petit que l'atome. Je pense qu'il est impossible de se représenter réellement la taille d'un objet tant qu'on ne l'a pas étudié à sa propre échelle, tant qu'on ne se projette pas naturellement dans cette dimension. Je crois que j'ai commencé à véritablement prendre conscience de la taille d'un atome le jour où on a utilisé ce microscope pour déplacer un atome. C'est là que je me suis rendu compte à quel point l'atome peut être têtu. Et comme il paraît grand quand on le parcourt de droite à gauche ou de haut en bas. Quand on arrive plus ou moins à le contrôler, on prend conscience de ses dimensions. Bien sûr, en réalité, l'atome est minuscule, mais on se rend compte qu'il est grand comparé à ce qui l'entoure et aux phénomènes qui se produisent à l'échelle atomique. Les assemblages que nous avons réalisés sont rudimentaires. On est loin des applications technologiques. Il nous faudra pour cela une nouvelle méthode d'assemblage à l'échelle atomique. Parce que l'outil dont nous disposons actuellement, même s'il est merveilleux et que je l'adore, reste très limité. Il est trop lent et trop maladroit. Pour l'instant, il ne permet de réaliser que quelques expériences scientifiques intéressantes. Je regretterais d'avoir dit ça dans quelques années. L'idée de Drexler est de créer un objet qui n'est pas l'objet désiré, mais qui procédera à l'assemblage de l'objet désiré et en fera de multiples copies. Vous créez une sorte d'assembleur. L'objet qui va créer l'objet que vous désirez. Le véritable objectif est de construire ce qui va construire ce qui va construire l'objet qu'on veut. Imaginez des machines, moteurs, engrenages, courroies, ordinateurs, mais à l'échelle de l'infiniment petit. Et au lieu d'utiliser des écrous, des boulons et de la tôle, on travaillerait à partir d'atomes et de molécules. D'ici 20 ans, on verra des usines miniatures. Très peu de gaz naturel et de produits chimiques, quelques logiciels, une production à l'unité et pollution et consommation d'énergie quasiment nulle. Et le secteur industriel enregistrera une très forte baisse de consommation en matière de ressources et d'énergie. But I didn't conceive that to be a weapon. It was meant to be a device for progress. Les aspects négatifs de la nanotechnologie sont les mêmes qu'ailleurs, à commencer par les applications militaires et autres utilisations néfastes. Si vous créez des objets microscopiques qui se glissent dans le corps pour le réparer, vous pouvez également créer des objets capables de tuer, un peu comme les poisons. On peut générer l'équivalent d'une guerre bactériologique. Et l'un des réels dangers serait de lâcher des nanomachines dans la nature accidentellement. Ça risquerait de faire des dégâts, comme lors d'erreurs de manipulation génétique. Ainsi, quelqu'un qui testerait une de ces machines sans prendre de précautions pourrait, par un simple éternuement, envoyer dans l'atmosphère l'équivalent de 10 000 perceuses. C'est déjà difficile pour un organisme de vivre dans ce monde. Ça l'est plus encore pour un organisme abîmé. Il serait probablement voué à une mort rapide.
Mais les gens qui travaillent dans le domaine de la nanotechnologie se sont efforcés de mettre en place des protocoles de sécurité. Les usines miniatures sont scellées hermétiquement dans des blocs de lucite et isolées du monde extérieur, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir obtenu le résultat escompté. Un de mes principes est qu'il est dangereux de construire un dispositif capable de se reproduire qui soit trop intelligent, parce qu'on doit pouvoir l'arrêter. Il faut donc lui incorporer sa propre sénescence pour qu'il meure une fois sa tâche accomplie. C'est une composante importante de la nanotechnologie. Le pire serait de créer une machine qui se reproduirait elle-même sans prendre de précautions. Elle pourrait tout simplement submerger la planète de myriades de copies. Actuellement, nous sommes loin d'en être capables, mais peut-être que ce sera à la portée d'un lycéen d'ici 100 ans. Nous devons absolument être en mesure de parer à cette éventualité. Un des aspects du problème est que la technologie est un domaine exclusivement réservé aux hommes. Or, les hommes ont un besoin de reproduire et de détruire aussi, mais ils ne possèdent pas d'utérus. Pour les femmes, c'est naturel. Mais les hommes se disent, je ferai un bébé en laboratoire, je donnerai la vie, je créerai des êtres. Et ils voudront se débarrasser des femmes une bonne fois pour toutes. Plus besoin d'elles, je fais mon enfant tout seul. Pour moi, cette technologie dont vous parlez n'est autre que l'envie d'utérus poussée à l'extrême. Ce qui m'effraie le plus dans cette nouvelle technologie, c'est la perspective qu'on l'utilise comme n'importe quelle autre découverte, qu'on progresse peu à peu sans se soucier du lendemain, qu'on s'en serve comme d'une nouvelle base pour la concurrence économique et qu'on l'applique au domaine militaire. Les nations ennemies finiront par se retrouver face à face, dans le contexte d'un formidable bouleversement économique et technologique qui les dotera de nouvelles armes redoutables, extrêmement fiables et très bon marché. Et le résultat sera une guerre mondiale. Je crois qu'on peut éviter ce scénario, mais il faut que nous sachions où nous allons et quel genre d'avenir nous voulons bâtir, en faisant preuve de plus de coopération. On peut imaginer à quoi ressemblera le monde de demain si nous avons la possibilité de construire des choses en partant de la base, et non le contraire. Si vous voulez, on dira, voilà ce que je vais agencer les atomes dans ce sens. Dès lors, les possibilités sont illimitées, aussi bien au niveau des structures que des matériaux. Et c'est une toute nouvelle façon de procéder. Il va de soi qu'on ne s'en servira pas pour construire des voitures, mais si on veut fabriquer un circuit électronique minuscule, beaucoup plus petit que les circuits actuels les plus performants, ça serait une voie envisageable. Nous devons pouvoir continuer à faire des choses simples avec des machines simples, comme celles qu'on étudie au lycée. Mais aujourd'hui, on crée à une échelle invisible à l'œil nu. Imaginez des quantités, des millions de machines minuscules attachées les unes aux autres. Elles finissent par constituer des matériaux extrêmement complexes, qui au fond ne sont pas véritablement des matériaux, mais un assemblage de myriades de machines. Or, comme il s'agit de machines qui peuvent ressentir et réagir, le matériau lui-même à notre échelle pourrait changer et prendre des formes très sophistiquées. Certaines scènes de films, comme Terminator 2, pourraient se produire dans la réalité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le morphing. Des matériaux qui changent de forme. Les produits que nous utilisons au quotidien sont issus d'un système industriel gigantesque. Les diverses pièces de votre téléviseur sont fabriquées par une multitude d'usines à travers le monde, pleines d'ouvriers et d'équipements. Avec la nanofabrication, les pièces sont si petites que l'usine elle-même est minuscule. On pourrait créer une boîte de la taille d'un four à micro-ondes branchée sur le courant avec un ventilateur, 4 pieds en caoutchouc et la liste de tout ce qu'elle peut fabriquer. C'est comme la vente par correspondance, sauf qu'au lieu de recevoir l'objet 2 semaines plus tard, vous choisissez, vous passez la commande à la boîte et vous l'avez dans l'heure qui suit, chez vous.
La maison est un exemple intéressant pour étudier les incidences de la nanotechnologie sur chacun d'entre nous. On a donc essayé d'imaginer les principaux objets qui s'y trouvent et comment on pourrait les améliorer en utilisant des nanomatériaux capables de se transformer. Autrement dit, j'ai de la vaisselle sale, comment la nettoyer? Les nanomachines sont des machines intelligentes, capables de distinguer les molécules qui constituent l'assiette de celles qui constituent les déchets à enlever. L'idée serait de tremper la vaisselle dans une sorte de nanosoupe, le matériau nettoyant. Et ça enlèverait automatiquement toutes les impuretés déposées sur le verre ou sur l'assiette. Le système d'éclairage, la lumière suivrait votre livre. Vous lisez, assis dans votre fauteuil, vous avez la lumière au-dessus. Elle repère votre position. Et les réflecteurs changent de forme pour diriger les rayons sur votre livre. Vous le déplacez, les rayons vous suivent. Il suffit que les matériaux changent de forme. Par exemple, vous êtes dans votre chambre et le papier peint vous plaît plus. Alors vous tapez sur l'ordinateur, vous choisissez des nouvelles couleurs et tous les minuscules robots qui tapissent le mur font pivoter les petits morceaux de papier et votre chambre change entièrement de couleur. I wonder if the years ahead will be as bright as this. We haven't seen anything yet, darling. C'est difficile de décrire ou même d'imaginer toutes les répercussions qu'un tel bouleversement technologique aura sur notre existence. Mais on peut facilement mettre en évidence quelques conséquences. Comme cette technologie traitera les matériaux beaucoup plus efficacement et proprement, on pourra avoir des usines propres, efficaces et non polluantes. Et comme elle permettra de créer des objets de la taille des cellules et des molécules, autrement dit, l'échelle où les maladies apparaissent, on pourra combattre les problèmes médicaux directement. L'utilisation d'instruments de la taille et de la précision des cellules et des molécules qui forment nos tissus nous permettrait pour la première fois d'intervenir au niveau moléculaire et cellulaire, là où naissent les infections et les maladies, afin de les soigner. On en avalerait quelques-uns pour en avoir dans notre système. Et si on a une crise cardiaque, par exemple, ça soigne tout de suite. Pareil pour les dents. On en mettrait dans sa bouche et il soignerait les caries avec leurs instruments. Il est difficile de prévoir les implications sociales. Notre santé sera certainement meilleure. Les technologies médicales progresseront et nos besoins matériels seront moindres parce que nous pourrons construire des choses de meilleure qualité à moindre frais. Demain, les objets du quotidien ne coûteront quasiment rien. Ça ne se fera pas sans mal, c'est un concept difficile à accepter parce qu'on est habitué à l'idée de travailler pour obtenir ce que l'on veut. Il faudra trouver une activité autre que de gagner sa vie. Nous pouvons faire encore beaucoup de progrès dans le domaine de la miniaturisation des ordinateurs et du stockage de l'information. C'est une très bonne nouvelle. Ça signifie que chaque écolier pourra avoir un ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui contiendra les connaissances de toutes les bibliothèques du monde. Technologiquement, c'est possible. Si vous avez des enfants, ou si vous en êtes un, je vous conseille vivement de prendre cette technologie et ses implications très au sérieux. Les gens ont tendance à dire « Le futur, on verra quand on y sera. Inutile de se lancer dans des conjectures. » Mais une révolution technologique est en marche qui va absolument tout changer. Plus de pénurie d'aucune sorte. Pourrions-nous vraiment concevoir de minuscules machines capables de produire tout ce dont nous avons besoin et rayer ainsi le verbe manqué de notre vocabulaire? Et si nous n'y prenons garde, nous risquons de créer de petits monstres incontrôlables qui dévoreront la planète. Mais apprivoiser la nanotechnologie pourrait jouer un grand rôle dans notre futur, et c'est dans le futur que nous allons passer le reste de notre vie.